on accueille cette fois Mathieu Fortin, qui est écrivain, qui travaille en littérature jeunesse, en littérature fantastique aussi et d'horreur. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ah ben Mathieu, vraiment, vous m'avez fait, j'ai commencé à regarder vos textes ce matin et puis vraiment, vous m'avez donné le goût là d'en lire davantage parce que oui, les légendes étranges pour une nuit sanglante, j'ai adoré. Ah, merci beaucoup. J'ai adoré. Alors, mais évidemment, on va parler de votre parcours parce que vous êtes quelqu'un qui débordait d'imagination. Vous êtes très prolifique au niveau de l'écriture, mais aussi vous êtes spécialisé. Vous avez un baccalauréat en enseignement au secondaire, d'une part, mais vous êtes spécialisé dans la médiation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une grande partie de ma démarche artistique consiste à démystifier la création. Donc, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles particulièrement, mais aussi dans différents milieux pour faire vivre des expériences de création par le biais de l'écriture principalement avec aux participants. Donc, l'idée étant de faire entrer les gens dans une ambiance de création et de leur montrer qu'on est tous capables de commettre cet acte-là, d'imaginer, de créer. Donc, et moi, ça me nourrit beaucoup comme créateur. Donc, ça fait vraiment partie, c'est une partie essentielle de ma démarche, d'aller à la rencontre des gens pour essayer de démystifier, de faire vivre l'expérience. C'est ça. Donc, au moins depuis 2011, là, vous concevez des ateliers littéraires, enfin, que ce soit aussi dans les bibliothèques, dans les maisons des jeunes. Alors, évidemment, ça peut s'adresser aussi, vous faites ça plus au niveau des jeunes, mais ça peut être aussi différentes clientèles, différents publics, hein? Oui, exactement. En fait, il n'y a pas d'âge limite pour essayer de créer. Donc, j'ai des ateliers d'écriture qui fonctionnent bien, autant avec les enfants d'âge primaire qu'avec les adolescents, qu'avec les adultes qui auraient envie d'essayer l'écriture. Souvent, ça prend juste quelqu'un qui nous donne la petite poussée nécessaire pour avoir envie d'essayer. Donc, je fais différents ateliers pour essayer qu'on s'amuse avec l'écriture pour que ça devienne du plaisir pour tout le monde. Ouais. Parce que vous dites il n'y a pas d'histoire inintéressante si on trouve le bon angle pour la raconter. Alors, c'est un peu, vous nous guidez un peu dans ce sens-là, finalement. Exactement. Je pense que tout le monde a quelque chose à raconter. Il faut juste savoir comment. Il faut trouver l'angle pour le faire. Donc, moi, j'aime bien ce défi-là aussi de faire entrer les gens dans la création. C'est ça. Et puis, tout à l'heure, dans dans la première demi-heure, on a parlé beaucoup de santé mentale et les jeunes. Alors, justement, pour les jeunes, l'écriture, c'est vraiment, ça peut être un moyen aussi de se détendre en même temps, oui, de trouver d'exprimer ses émotions. Alors, ça peut être très important, finalement, justement, vous faites œuvre utile en même temps. Oui, je pense que l'écriture, c'est une façon de laisser sortir ce qu'on garde parfois à l'intérieur, qu'on ne veut pas exprimer à voix haute. L'écriture peut permettre d'exorciser certaines choses qu'on retient parfois. Donc, beaucoup de gens écrivent sous forme de journal intime, mais la création, en général, peut aider, je pense, sincèrement, à se sentir mieux. Donc, l'écriture, pour moi, c'est une soupape aussi à ce moment-là. Tout à fait. Mais vous avez fait, écoutez, vous êtes très prolifique, comme je le disais. Vous avez fait autant, des livres sur la nature du Québec, mon encyclopédie junior des merveilles du monde. Enfin, il y a tout un pan de votre travail aussi. Les 100 lieux exceptionnels sur la planète ou enfin toutes sortes de livres de cet ordre-là. Aussi, dans l'espace, le corps humain, les dinosaures. Bref, il y a cet aspect-là. Mais aussi, vous êtes dans le domaine aussi de l'écriture fantastique. Et même d'horreur, je dirais. Oui, effectivement, j'aime beaucoup. Il y a vraiment deux volets pour moi dans l'écriture. L'écriture de documentaire pour les enfants, c'est un travail qui est beaucoup plus cérébral, c'est de la recherche, c'est synthétiser l'information, c'est trouver un angle pour être intéressant dans de l'information qui n'est pas toujours super facile à comprendre pour les enfants. J'aime beaucoup ce défi-là. Avec les différents documentaires que j'ai fait aux éditions Petit Génie. Mais j'aime raconter des histoires. Puis pour moi, un moteur important au départ, quand j'étais jeune adolescent, préadolescent, c'était les histoires de peur sur le bord du feu de camp. C'était ce volet-là c'est là que j'ai découvert que avoir peur, ça peut être
intéressant, s'il n'y a pas de danger, si on raconte, la peur, ça peut être savoureux, c'est pas obligé d'être quelque chose qui nous bloque, qui nous arrête. Et l'écriture d'horreur ou de thriller est beaucoup partie de là pour moi, puis ça a toujours été quelque chose qui est présent dans mon écriture. C'est un peu une tendance naturelle d'aller vers le bizarre ou l'étrange quand je raconte des histoires. Donc, le roman d'horreur, le thriller pour les enfants, pour les ados. Ben, surtout pour les ados, adultes. Oui, Ouais. ça plaît beaucoup aux ados. Exact. Et ben justement, puis en fait, vous appuyez un petit peu aussi sur le patrimoine oral, je pense, parce que le patrimoine oral regorge d'histoires terrifiantes. Et ben, je pense que, ben, évidemment, on a une tradition aussi de conteurs. Hein? Il y a des festivals de contes. Alors, ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine, ça, en fait, ces histoires-là. Et puis, je pense que vous avez même travaillé en collaboration avec quelqu'un qui connaissait bien aussi un peu l'histoire, parce que vous parlez beaucoup des régions du Québec, notamment le centre du Québec, très important quand on pense à justement votre livre Légendes étranges pour une nuit sanglante. Là. Oui, en fait, moi, comme c'est important dans ma démarche, l'idée de raconter sur le bord du feu de camp les histoires de peur qu'on se passe de génération en génération, les histoires familiales étranges, les faits un peu insolites qu'on raconte. J'avais envie de l'explorer en écriture. Donc, c'est ça. Je suis allé à la rencontre de jeunes scouts dans une première démarche pour aller voir si les histoires de peur que moi, je connaissais du temps où j'étais un jeune scout, si c'était encore pertinent pour voir qu'est-ce qui fait peur aux jeunes aujourd'hui. Et j'ai écrit des histoires de peur, des histoires de feu de camp à partir de ça, ce qui a donné un premier recueil là, qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sans lune. Qui a connu un bon succès l'an dernier. Et j'avais d'autres idées, d'autres textes en banque. J'avais fait beaucoup de recherches aussi dans les archives du centre du Québec. Moi, j'habite à Nicolet, donc je suis dans cette région-là. Et j'avais envie de faire vivre aussi l'histoire, mais par le biais de légendes. Donc, juste de petites sources d'inspiration, de faits réels, de faits insolites qui peuvent amener à des légendes. Donc, j'ai lu dans des archives, j'ai rencontré des gens aussi, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des gens de différents âges, dans des résidences de personnes âgées, des groupes de FADOC, des groupes d'adultes, des groupes d'enfants, pour jaser, pour récolter. Et j'ai brassé tout ça pour faire Légendes étranges pour une nuit sanglante, donc qui est le deuxième recueil du même genre. C'est ça. Il y avait en fait Marthe Taillon qui vous a un petit peu aidé pour sa connaissance justement de l'histoire de la région. En fait, et puis là, c'est intéressant parce que quand vous commencez, bon, il y a toutes sortes de petites nouvelles là-dedans. Alors, j'ai lu Poupée molle, Poupée folle, Ceux qui brûlent bien, enfin. Mais là, ça dit toujours, bon, Ceux qui brûlent bien. Au départ, vous situez là, vous dites, ne t'arrête jamais en bordure de l'autoroute 20 entre Le Madrid 2.0 et Ville-le-Roi. Enfin, ça nous réfère à des lieux qu'on connaît aussi, nous-mêmes, quand on se promène à travers le Québec. Et puis là, on parle de Presque mort, presque vivant. Cette histoire-là s'est déroulée il y a quelques années dans un petit village proche de la 55 entre Trois-Rivières et Drummondville. Alors, ça me fait un petit côté... là, j'avoue même que je me dis, coudonc, ça semble basé sur des histoires vraies, mais en fait, effectivement, on en a fait des légendes. Très drôle. Mais oui, en fait, c'est basé sur des histoires vraies dans le sens où le lieu est réel. En fait, moi j'aime bien toujours rappeler aux gens que l'interprétation qu'on fait des événements qui se produisent est toujours teintée par notre culture, notre connaissance générale de notre interprétation du monde qui nous entoure. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont produites il y a une centaine d'années peut-être, qui était interprété souvent par un angle religieux, un angle de croyance. On référait au diable, on référait à différentes choses comme ça. Donc ça, c'est du matériel intéressant. Donc, par exemple, le Presque mort, presque vivant, il y a réellement une histoire qui dit qu'à Saint-Célestin, ce village-là au centre du Québec, il y avait un puits d'eau qui était vide et lors d'un incendie, le curé a béni le puits et il s'est rempli d'eau et on a pu éteindre l'incendie. Donc, il y a un puits d'eau magique et ça, c'est devenu je sais que c'est devenu une histoire de zombie, il n'y a pas de lien tant que ça avec l'origine, mais l'idée, c'est de dire, il y a réellement un puits mystérieux à cet endroit-là. Comme il y a probablement eu une vieille bâtisse délabrée dans le village de Sainte-Clotilde, oui, entre Victoriaville et Drummondville, oui. Oui, exactement. Ouais. En fait, il y a l'asile de Sainte-Clotilde qui est un hôpital psychiatrique qui est abandonné, qui est encore là,
où il y aurait eu différentes expérimentations de traitements pour différentes maladies mentales, où il y aurait, c'est toujours ça, moi je pars de choses que je lis dans les archives par rapport à ça. Voilà, et semble-t-il que des gens auraient exploré l'asile et auraient vu du mouvement et auraient aperçu une poupée. Donc, moi, je suis partie de ça et j'ai inventé une petite légende. Mais donc, en fait, vous avez fait toutes sortes d'autres livres, prisonniers de l'école, prisonniers de la cabane à sucre, prisonniers en fait, de toutes sortes d'autres choses. Mais enfin, alors vous partez sur des thèmes comme ça et puis vous, c'est ça, vous explorez d'autres différentes avenues finalement. Alors, vous avez vraiment beaucoup d'imagination. Ça vous a toujours, vous avez toujours eu ce genre d'imagination foisonnante. Oui, j'essaie de trouver aussi des thèmes, des fois, qui sont peut-être un petit peu différents ou qui vont, en pensant aussi parfois à mon lecteur cible, dans le cas des enfants ou des ados, des préados. J'écris toujours pour moi quand j'avais cet âge-là, mais je l'adapte au goût du jour, évidemment. Donc, mais j'essaie de voir dans ce qui m'entoure des petites affaires, des idées intéressantes, des phénomènes intrigants qui pourraient être des étincelles pour pouvoir écrire ensuite. Ben, ça a été un plaisir de vous entendre parler de vos œuvres, Mathieu Fortin. Alors,